Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 7 Hebdo. Déjà 3 mois que Françoise Fonning a disparu et dont la 5e n'a toujours pas de maire élu. La commune est agitée par des guerres internes aux allures tribales. Le sujet d'ailleurs semble être une patate chaude que chacun évite de toucher. La semaine dernière, sur ce même plateau, Elie Mbilobet, homme politique et membre du SDF et par ailleurs conseiller municipal dans cette mairie, a donné sa position sur la question à travers des propos jugés tribalistes pour certains observateurs, au nombre desquels les camarades de son parti, l'honorable Nintu, a même dès le lendemain publié un communiqué pour désolidariser le parti des propos d'Elie Mbilobet qui semble embêter le SDF. Dans cette édition de 7 Hebdo, nous essaierons de comprendre ce que cache toute cette bataille à Douala 5e, mais surtout, nous tenterons de comprendre pourquoi le sieur Elie Mbilobet semble être devenu un marginal dont les sorties de ces dernières semaines sont tout le temps contestées par le Social Democratic Front. La nation camerounaise, à travers le président de la République, est plus que jamais reconnaissante envers les forces armées qui luttent comme des forcenés pour sauvegarder l'intégrité du territoire et des filles et fils camerounais. C'est ce que laisse transparaître la série de décrets que signe le chef de l'État depuis début avril 2015 pour honorer ses militaires. D'abord le 1er avril, une série de décrets a été signée pour encourager les soldats du BIR, ce qui avait créé une énorme polémique dans l'opinion et peut-être même des frustrations parmi les différents corps engagés au front. Le 20 de ce mois, le tir a été rectifié. Les soldats engagés dans la bataille, indépendamment du corps auquel ils appartiennent, pourront, à titre individuel, être récompensés par des médailles et même des bonifications d'annuité de service. Question que peuvent apporter ces récompenses aux militaires engagés à l'extrême nord. Ces décrets comportent-ils quelques pièges comme des risques de frustration? Connaissant le clientélisme qui règne dans presque tous les secteurs du Cameroun, comment s'assurer que les honneurs sont en effet décernés aux plus méritants? Nous tenterons de répondre à cette question. Et puis pour terminer, on va parler de l'Afrique du Sud. On l'appelle communément la nation arc-en-ciel parce que après des décennies de ségrégation raciale, le pays, à travers des leaders politiques, a accepté d'oublier les blessures du passé et de vivre en paix même avec leurs bourreaux d'hier, et également avec les étrangers venus des pays voisins. Mais en 2008, on a assisté à une vague de violences xénophobes. Et bien depuis mars 2015, le scénario se répète. Comment le comprendre? Que peut faire Jacob Zuma contre les frustrations de ces pauvres qui vivent pour la majorité dans les townships sud-africains? Est-ce que c'est l'histoire de ce pays et les négociations faites par des leaders tels Nelson Mandela qui sont en train de rattraper les Sud-Africains? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette édition de 7 Hebdo. Je présente tout de suite le panel. Alani Rabiebindi, journaliste, est avec nous. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Dora, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous les spectateurs de STV2 qui nous font l'honneur de nous suivre. Merci. Robert Moutet, ambassade politique, membre du RDPC, est également avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dora, bonjour à tous les téléspectateurs. Et je pense que, comme vous le voyez, le plateau est bien costaud. Nous allons faire une bonne prestation, je l'espère. D'accord. Célestin Jamel nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Bonjour Dora, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et merci de m'avoir invité encore une fois. Denis Kwebo fait également partie de ce panel. Bonjour Denis et bienvenue. Merci Dora, merci de m'inviter. Je suis surtout dans un état d'esprit assez positif parce que je regarde mes vis-à-vis, c'est pas des petits morceaux à croquer, mais puisque la vérité va aller sans passeport, on va essayer de faire ce qu'on peut pour notre pays. D'accord. Ok. Alors, avant d'attaquer notre premier sujet, celui des décrets présidentiels signés récemment, on va peut-être s'intéresser à cette actualité qui a quand même fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un hélicoptère de marque chinoise appartenant à l'armée camerounaise qui s'est écrasé à l'aéroport de Douala, faisant 4 blessés, dont 2 grièvement. C'était lors des manœuvres à la base aérienne de Douala. Et il faut signaler que cet hélicoptère fait partie de la flotte de 4 appareils achetés à la Chine l'an dernier. Denis Kwebo, vous avez vu que cette information a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sans publicité, mais on veut comprendre pourquoi est-ce que tout le monde prenait la peine de mentionner hélicoptère chinois? Tout le monde prend la peine de mentionner l'hélicoptère chinois parce que, on l'a dit à d'autres occasions, le crash est une mauvaise chose, mais il peut quand même servir à éveiller la conscience nationale sur
un acte de détournement massif de fonds publics. Ce n'est pas seulement le cas de c'est un épiphénomène en rapport avec tout ce qui se vole dans notre pays au nom de la guerre contre Boko Haram. Les hélicos qui ont été acquis sont de très mauvais hélicos, les gens qui se veulent sérieux et qui aiment leur pays, qui prétendent organiser des marches patriotiques, ne peuvent pas accepter d'aller acquérir ce type d'hélicos pour notre armée. Vous avez vu, par le passé, ils ont acquis des avions dits de jolis avions avec, achetés à 2 contre 3, avec toute l'explication que ces bandits viennent donner à la télévision. Il fallait quand même qu'on dise quelque chose. Parce que si vous regardez les avions dits vous savez, au Cameroun, en tout cas, on dit avion militaire ou hélicoptère militaire, c'est qu'on a mis la couleur militaire dessus. Et ça n'a rien en rapport avec la technicité ou la technologie d'un avion militaire ou d'un hélicoptère militaire. Si vous permettez, peut-être, je pourrais dire un certain nombre de choses. Parmi les 10 avions de combat qui existent au monde, il y a le 7e qui est parmi les plus efficaces, qui est le WZ-10. Oui. Et le WZ-10 est un avion de fabrication, est un hélico de combat chinois, reconnu pour ses qualités. Et un hélicoptère ou un avion, ce n'est pas la couleur militaire, c'est l'autonomie de vol, c'est sa capacité d'attaque, effectivement. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, cet hélicoptère qui s'est crashé n'était pas un hélicoptère avec des spécificités d'hélicoptère militaire, cet hélico ne fait pas partie des hélicos. Quand on dit militaire, c'est parce que ça veut dire militaire. Un hélico militaire, c'est quoi un hélico militaire? Parce que ça, la couleur militaire. Moi, je parle d'hélicos de combat. Vous avez des appareils qui servent au ravitaillement dans l'armée. Il y a des hélicos qui servent de transport. Il y a des hélicos qui servent d'attaque. Encore que des gens parlent d'hélicos de défense ailleurs aujourd'hui. Il y a le type d'armement qu'il y a dans l'hélico. Si vous avez un hélico qui a seulement la couleur militaire sans aucun armement, c'est pas un hélico. Donc c'est un hélico qui n'est pas de bonne qualité d'après vous. Au-delà de la qualité, vous allez expliquer par là parce qu'il faut qu'on évacue rapidement ces questions. Parce que derrière la lutte contre Boko Haram, les gens qu'on peut taxer sans crainte de criminels sont en train de faire beaucoup de mal à ce pays. Et il faut maintenant qu'on profite de ce type d'incident-là pour interroger. Vous savez qu'on a failli nous-mêmes périr dans un avion comme ça, c'est pas dans un hélico comme celui-là. Oui, on va interroger tout un tas de choses tout à l'heure en parlant de sécurité. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que certaines personnes s'estiment puissantes. Il faut en parler. Merci Denis Kebo. Alors, Alani Rabié-Bindi, il y a beaucoup d'hélicoptères qui se crashent quand même un peu partout dans le monde. Le Cameroun n'est pas un cas à part. Malheureusement, c'est un hélicoptère chinois et on a toujours l'impression qu'il y a comme une sorte de cabale contre les matériels qui viennent de la Chine au Cameroun. Moi, je botte en touche à cette question. Parce que j'estime qu'ancien élève d'une école militaire, on ne peut pas se mettre à parler du matériel de défense comme ça. Donc, je botte en touche. La seule chose que je peux vous dire, que je peux dire, pas que vous, puisque c'est que 60% de ce qui est vendu à travers le monde aujourd'hui en France vient de Chine. Sauf que quand on prend la Chine, on vient ajouter Made in France. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que ne me mêlons pas de cette affaire. Parce que on ne peut pas en parler comme ça en une minute. Il faut démontrer. Donc, je dis que moi, je ne me mêle pas parce que j'estime que c'est pas comme ça qu'il faut en parler. Mais là, j'ajoute seulement que 60% des choses qui sont vendues en Europe aujourd'hui sont fabriquées en Chine. Donc les Chinois, c'est pas si mauvais que ça. Mais comme nous avons la mentalité d'esclaves qui nous habite, c'est-à-dire que ce que nos amis européens ont dit, ça devient parole de Bible. Et comme l'Europe veut diaboliser la Chine, malgré ça, elle est devenue quand même deuxième puissance du monde. Aujourd'hui, puissance économique, et c'est pour ça qu'ils seront obligés de s'y faire avec. Mais il faut dire aux Camerounais qu'il ne faut pas qu'on parle souvent des choses qu'on ne connaît pas. Un hélicoptère chinois, ceci ou cela, je ne veux pas m'y mêler. D'accord, merci Alani Rabié-Bindi. Une autre information sur laquelle on va discuter en quelques minutes, eh bien, vendredi 24 avril dans la cour d'honneur du... Vous voulez dire un mot sur ces hélicoptères? D'accord, allez-y rapidement. Oh non, c'est juste des sujets pour recueillir vos avis. Oui, on est quatre sur la table. Anani dit qu'il est ancien d'une école militaire, dont il n'a plus l'obligation de réserve. Donc j'espère qu'il n'a pas fait ça pour ménager certaines personnes du gouvernement. Je ne lui ferai pas cette intention, mais je pense que cette question pose le problème de la certification des vols au Cameroun. C'est pas par innocence ou par naïveté,
qu'on en fait allusion aux avions chinois. Parce qu'en vérité, ces avions ont fait preuve de leur relative inefficacité sur l'ensemble des pays africains francophones notamment qui ont commandé ces avions-là. Donc c'est pour interpeller aussi la conscience des gouvernements qui veulent du moins cher. Je suis pas sûr que les avions neufs fabriqués en Chine recueillent toutes les spécificités techniques requises pour circuler en Afrique. Donc il faut vraiment qu'on mette du doigt là-dessus parce qu'en vérité, il y va de la sécurité de nos militaires déjà et en plus de la sécurité de nos populations. Parce qu'un avion peut cracher, c'est vrai, en mer, mais aussi dans des cités habitables ou habitées. Donc il est important qu'on dise au gouvernement que c'est bien de faire du moins cher, mais il est important avant tout de penser à l'image du Cameroun et à la sécurité des Camerounais. Vous savez comment l'OACI fait pour certifier un avion? Peu importe la procédure. C'est-à-dire les avions ont de la certification de l'OACI avant de se lancer. Vous savez que le SDF a introduit une enquête là-dessus, une demande d'enquête dessus. Pour les MA60. Et en vérité, il faut que parce que la certification n'est pas internationale. On a fabriqué 36 pièces de MA60 et à ce jour, 13 avions sur 36 ont craché. Et on a posé la question à quelqu'un. Célestin Diamène, je vous en prie, il faut absolument qu'on clarifie ça à l'entrée du jeu. Ce sera important de respecter les temps de parole repartis des uns et des autres. Sinon, ça va aller dans tous les sens et on ne pourra pas retenir grand-chose. Allez-y, Robert Moutier, ambassadeur. Merci. Mais je voudrais pas être l'avocat du diable, mais ce qui est sûr, c'est que aux États-Unis, comme l'a dit le grand frère Dani, 75% de tout ce qui est vendu là-bas, c'est made in China. Donc vous comprenez que la Chine a le bas de gamme, la moyenne gamme, le haut de gamme. C'est à vous de choisir. Comme les carreaux. Ok, et ils respectent les normes européennes ou américaines. Donc tout dépend des spécifications qu'il y a eu dès le départ. Mais pour revenir sur le crash d'hélico, j'ai eu quand même la chance pendant plus de 20 ans de prendre des hélicoptères pour aller dans nos sites pétroliers. Les hélicoptères sont des avions qui sont beaucoup plus sûrs même que les Boeing et tout ce que vous voyez là. C'est les avions qui je peux dire 99% de cas de crash d'hélico, c'est des erreurs humaines. Parce que vous savez, l'hélicoptère ne roule pas sur la piste comme un avion les roues au sol. Il se met à peu près à une hauteur de 1 mètre, 1 mètre et demi, et il balaye la piste. Et il suffit que le pilote soit un peu... 1 mètre de sol, c'est pas beaucoup, hein, pour un hélico qui va à 250 km à l'heure. Hein. Donc vous comprenez que accusé, parce que c'est chinois, je pense que je serais un peu plus réservé parce que il y a de fortes chances que ce soit une erreur humaine. Et l'erreur humaine, que vous ayez l'avion le plus pointu du monde ou le moins pointu, si vous faites une erreur, ça ne pardonne pas à ce niveau. D'accord. Et l'hélicoptère chinois ou pas, il y a quand même encore des informations qu'il faut vérifier. Il y a des hélicos de bonne qualité en Chine et le ZD9 ne fait pas partie des bons hélicos. C'est de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas de On va prendre la transition tout de suite et on revient pour discuter de notre premier sujet du jour. D'accord, peut-être un petit problème technique. Donc on va attaquer directement. On va parler de ces décrets présidentiels qui ont été signés d'abord le 1er avril pour récompenser les soldats du BIR. Ensuite, il y a quelques jours, c'était le 20, une autre série de décrets a été signée pour permettre à plusieurs autres soldats qui sont issus de divers corps d'armée de profiter de toutes ces choses, de tous ces honneurs-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la première fois, Célestin Diamène, les décrets n'étaient destinés qu'aux éléments du BIR? Oui, le BIR est généralement considéré comme le corps d'élite de l'armée camerounaise. Donc, M. Paul Biya, qui a mis beaucoup de moyens à entretenir le BIR, a pensé peut-être qu'il fallait d'abord gratifier les éléments du BIR, qui malgré tout, c'est vrai, il reste un corps d'élite, mais qui néanmoins au niveau de lutte contre Boko Haram à la frontière nigéro-camerounaise est accompagné par la force Émergence 4. Il y a deux forces à la frontière, il y a la force Alpha, qui est le BIR donc, et la force Émergence 4. Je pense que tous ceux qui participent de près ou de loin, au niveau soit de la stratégie, de l'information, de la logistique, doivent au même titre que les soldats du BIR participer à l'encouragement, à la récompense de la nation, de la République. Donc, M. Biya, qui a quand même 33 ans d'expérience en tant que président de la République, a quand même fait preuve d'une grande légèreté. D'ailleurs, il a fait un décret rectificatif, parce qu'il y a eu la grogne de l'opposition, d'une part, et aussi de l'armée elle-même, qui a dit que ce n'était pas possible qu'on puisse récompenser que les éléments du BIR, qui eux, ils n'ont que des fusils d'assaut, parce que le matériel lourd, les C-130, les blindés, les chars d'assaut, sont quand même à la disposition plutôt de la force émergence.
Donc il n'y a pas de raison particulière à ce qu'il félicite simplement les éléments du BIR. Donc c'est une erreur grave de la part d'un président de la République. Mais par ailleurs, je pense que le personnel administratif du MINDEF aurait pu quand même conseiller le président sur effectivement cette grogne éventuelle qui était prévisible. Comment se fait-il donc qu'il n'ait pu récompenser qu'une partie de l'armée et pas toute l'armée, d'autant plus qu'elles sont toutes impliquées à la lutte contre Boko Haram à la frontière. Vous voyez, ça fait 33 ans que ça dure. Il est temps que ce président, notamment pour 2018, puisse se dire ça suffit. Il n'a plus la capacité ni intellectuelle ni morale, ni même physique de gouverner le Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis que c'est une erreur extrêmement grave et les militaires l'ont fait savoir. Et c'est pour ça qu'il a fait un deuxième décret rectificatif. D'accord, merci Célestin Djamel. Robert Mouté-Ambassa, est-ce que c'était pas prévu, la série de décrets du 20? Est-ce que c'est nous qui n'avons tout simplement pas été patients parce qu'on aurait voulu que tout soit fait simultanément? Moi, je pense que ce qui est passé est tout à fait normal. Je vais l'expliquer. Bon, mon ami Djamel, il veut bien prendre le pouvoir en 2018. Il faudra bien passer sur nous. C'est pas facile. Donc, dans une compétition saine et transparente. Bien sûr, bien sûr. Donc, je veux dire ceci. Je voudrais dire ceci. Ce qui se passe est normal. Si quand on est dans le système, on connaît comment le pays fonctionne, on connaît comment ça se passe, c'est normal. Bon, Célestin est hors du pouvoir, il ne maîtrise rien, il apprend encore là. Donc, je vais lui dire comment ça se passe. Le BIR est une force spéciale. Okay, c'est la force de frappe du pays. Et toutes les forces spéciales dans le monde sont sous le commandement direct du chef de l'État. Même aux États-Unis, en France, partout. Dernièrement, quand il fallait liquider Ben Laden, le président Barack Obama était dans la salle et donnait les instructions directement de la salle. C'est le patron des forces spéciales. Et le BIR, c'est une force spéciale. Maintenant, il y a l'armée régulière et normale, comme il a dit qu'il y a les autres moyens et autres. Quand le président demande, qu'on lui laisse des listes des personnels à récompenser, le BIR a cette chance quand même d'être à la présidence. Donc son dossier peut arriver plus vite que celui qui vient du ministère. Il peut aller plus vite que celui qui vient de la police, la gendarmerie. Donc tous ces corps vont être récompensés, tout dépend. Et dans les administrations, les nombres ne sont pas les mêmes. Vous allez voir que le BIR, les forces spéciales, elles ne sont pas nombreuses. Il n'y a pas beaucoup de militaires de forces spéciales. Oui. Alors que le gros des troupes, c'est des centaines de milliers de militaires, des policiers, gendarmes à récompenser. Donc ça peut prendre un peu plus de temps que le BIR qui a peut-être 200 personnes à récompenser. Donc moi je pense que c'est un système normal. Le président a fait un premier décret concernant le BIR, un second qui a concerné l'armée, la police va suivre, la gendarmerie va suivre, et même les civils qui sont là et qui travaillent pour le pays. Donc je crois que les journalistes ont utilisé, comme dans tous les médias privés, on met un gros titre pour essayer de vendre quelques journaux, et puis bon derrière les politiques essaient de récupérer comme mon ami Célestin. D'accord, merci. Mais Anani Rabia Midi, supposons que ce soit effectivement, comme l'explique Robert Mouté-Ambassa, il y a une sorte d'ordre de préséance qu'il fallait respecter. Le BIR étant plus proche, donc a été favorisé. Ils sont passés en premier. Mais pourquoi n'avoir pas précisé dans la première série de décrets qu'il y aurait une liste qui suivrait, de manière à rassurer les autres qu'il n'y ait pas de grogne? Bonne question. Mon ami Denis Kouebo, oui, qui est depuis très longtemps dans les médias, qui suit la vie du Cameroun, peut vous dire qu'au moment où nous parlons, il y a sûrement sur la table du président des décrets qui auraient dû être signés il y a 2-3 ans et qui attendent. C'est pas la question. C'est-à-dire que chaque fois, le président signe des décrets à sa convenance. Oui. Il y a des décrets. Denis Kouebo, qui suit cette affaire-là, qui est investigateur, c'est que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que le président travaille avec son agenda, à son calendrier. Son heure n'est pas la nôtre. Son jour n'est pas le nôtre. Ça veut dire que quoi? Le BIR, c'est le bataillon d'intervention rapide qu'on a créé exceptionnellement pour, dès qu'on a commencé à avoir des problèmes. Les coupeurs de route. C'est pour ça que Shivan, l'Israélien, on l'a fait venir parce qu'il était spécialisé de ces choses-là. Donc c'est lui qui devait diriger. Le BIR est le corps d'élite qui est à côté du président.
C'est comme il y a notre corps d'élite, pas un corps d'élite forcément, mais le corps qui est beaucoup plus aussi à côté du président, c'est la garde présidentielle qui a des avantages avant les autres. Mais la question que je pose à Anani Rabiabidi, c'est ok, on va supposer qu'effectivement tout cela a été planifié. Pourquoi n'avoir pas précisé dans la première série je vais vous répondre brutalement. Oui. Parce que le président de la République, je le regrette, il raisonne comme ça, malheureusement, sur la démocratie, c'est pas bon. Il n'est pas obligé de nous dire ce qu'il va faire demain. Je dis que c'est un mauvais réflexe, mais surtout faire la démocratie, mais c'est le sien. Il n'est pas obligé. Nous, tous qui parlons ici, personne, ni N'Djamène, mon ami N'Djamène, ne peut pas vous dire qu'il savait ce que le président avait dans sa tête hier ou ce qu'il a demain. D'accord. Denis Kwebo, une réaction à ce stade de l'émission avant qu'on ne continue? Bon, je crois, le point c'est que je ne suis pas sur la même ligne que les trois précédents orateurs, parce que je pense que c'est plus compliqué que ça. Je m'excuse aussi en porte-à-faux par rapport à plusieurs analyses qui ont été faites dans la presse, parce que elle aussi parfois elle peut manquer les outils et même l'expérience de l'analyse politique, parce qu'il s'agit de ça dans les journaux. Le président de la République du Cameroun est le ministre de la Défense. C'est lui le seul ministre de la Défense du Cameroun. C'est même pas une affaire de préséance du BI sur les militaires classiques, c'est que c'est lui le ministre de la Défense. C'est le président de la République qui est le patron de la gendarmerie, c'est lui qui est le patron de la police. S'il y a un délégué général de la sécurité nationale, c'est le président de la République qui est le ministre de la délégué à la Défense. Il y a un ministre délégué à la Défense et le ministre de la Défense, c'est le président de la République. Les services secrets camerounais, la DGE, sont placés sur la direction personnelle du président de la République. Maintenant, si on va sur les lignes de front, il faut dire d'abord quelque chose avant d'entrer dans le message. C'est ça qu'il y a une confusion qui se crée. Et je sais qu'il y a des gens qui sont de bonne foi. Quand certains parlent de bonne foi, c'est qu'il dit, ça tient, l'argumentaire est logique. Mais il y a des gens qui font, par contre, feu de tout bois. Et ces gens-là sont tapis dans le gouvernement du RDPC. Ce sont des gens qui sont autour de Biya, qui sont fâchés. Et à chaque coup, quand les intérêts sont menacés, ils balancent un certain nombre de choses, pas en rapport avec la vérité des faits. La vérité des faits peut être que quoi? Dans l'ordre de projection de force, sur les lignes de front, le BI était le premier. Le BI est sur la ligne de front, la première ligne de front. Quand le BI est sur la première ligne de front, en première ligne, il n'y avait pas les autres forces. Donc c'est le BI qui a fait ce travail-là. Un travail impressionnant. Un travail vraiment impressionnant jusqu'à ce jour. Les autres, quand on regarde un peu l'artillerie qui, si on voit autour de Photocop, ce qu'ils ont eu à faire avec leur impressionnant arsenal de voies. Je voudrais y répondre à la question. Oui, tout à l'heure. Donc, il y a eu un ordre de projection de force. Il y a des gens qui ont été là plus d'un an avant les autres. Il faut que cela même 2 ans avant les autres. Il faut que cela se sache. Maintenant aussi, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a le BIR. Mais il y a d'autres canons par lesquels le chef de l'État récompense les policiers, les gendarmes, les militaires, le salaire de billes au fond, au-delà des médailles. Parce que je ne sais pas si la médaille, d'abord, moi je n'accepte, c'est pas normal que tout le monde ait la médaille. Sur tous les fronts de guerre, moi j'ai travaillé avec une grande proximité en disant avec les commandants des forces américaines. Et c'est pas tout le monde qui a la médaille, c'est pas tout le monde qui a les récompenses. Il y a la bravoure sur le front, sur 10 soldats, on connaît qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui dans ce pays-ci ont pris les certificats médicaux parce qu'ils croyaient qu'on allait les déployer sur le front. Ces gens-là, s'ils sont dans une unité, ils ne doivent pas avoir la médaille ou les félicitations au même titre que les autres. Il faut qu'on arrête ce populisme-là sur ce qui concerne les choses militaires. Ce que certaines personnes ont voulu faire. C'est instrument. Je viens, oui, parce que c'est une affaire grave. Je reviendrai. C'est une affaire très grave. Donc, il ne faut pas que sous prétexte de vouloir aider à rétablir certains états dans leurs droits, on instrumentalise l'armée contre les institutions. Moi, je ne parle pas de Biya parce que je ne suis pas un soutien de Biya, je suis le soutien des institutions. Il faut faire très attention à ce qui se dit ces derniers jours sur l'armée. Ces gens qui parlent beaucoup de l'armée là sont des ennemis de notre armée. L'armée a des problèmes et l'armée a meilleure récompense qu'une médaille ou qu'il y a des choses que l'armée veut. Merci. Alors, Célestin N'Djamène, vous vouliez réagir par rapport au fait que le président n'ait pas mentionné dans la série de premiers décrets qu'il y en avait qui suivraient de manière à peser quand même les frustrations qui pouvaient naître. Oui, parce que Dora, je regrette de dire que mes 3 co-panélistes n'ont pas vraiment répondu à ta question. Parce qu'en vérité, tu n'étais pas pour dire qu'il n'y avait pas de planification. Mais il faut le dire, parce que pour prendre une métaphore footballistique,
Un avant-centre également est en ligne de front. Il est au devant. Mais s'il ne reçoit pas la passe des défenseurs, des milieux de terrain, des latéraux, il ne pourra pas marquer. C'est pas parce que vous avez fait l'équipe nationale il y a simplement 1 ou 2 ans que ceux qui recevront une prime n'auront pas le montant égal. Quand on veut primer les gens, on doit tenir compte du corps. C'est le corps, l'armée. Qu'il s'agisse de l'émergence 4 ou d'Alpha, le BIR, c'est pareil. Quand vous prenez le BBR, le bâton blindé de reconnaissance, le bâton d'infanterie mobile, la marine, ceux qui fournissent ces informations, la logistique, tout ça fait partie d'un corps. Vous ne pouvez pas les dissocier. Si le président avait voulu dire que le BIR d'abord, il aurait pu le dire, parce que le moral des troupes est extrêmement important. Le discours qui consiste à dire que c'était d'abord le BIR, ensuite les autres, c'est un discours fou, c'est un discours biaïste. C'est vrai, les partisans de BIA vont tout faire pour le couvrir, et par ailleurs, je dois rajouter que le président n'a pas son temps à lui, il a son temps par rapport au peuple. Il est mandaté par le peuple. On ne peut pas dire que le président a son agenda, c'est faux. Il doit tout clarifier parce qu'il ne s'appartient pas. Il appartient au peuple. C'est pour ça qu'on dit que, notamment dans les domaines aussi sensibles que l'armée, d'ailleurs, les militaires le l'ont dit, il y a une grogne que tout le monde connaît au sein de l'armée, ce n'est pas nous, c'est pas Benjamin qui le dit. La grogne voulait dire que M. Biya, on n'est pas content. Et d'ailleurs, quelques jours après, il fait un mandat comme par hasard. Donc ce n'est pas que c'était prévu. Est-ce qu'on a vraiment eu vent de cette grogne au-delà des informations? Vous êtes journaliste. Oui, je suis journaliste. Mais c'est vous aussi que je la savais. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'en 2018, pardonnez-moi, parce qu'il est plus une notoriété publique que l'armée. Mais bien sûr que si. Attendez, vous m'étonnez en tant que journaliste de ne pas être au courant que les militaires ont grogné après ce décret qui était spécifique au BIR. Et c'est tout à fait justifié. Il faut arrêter de dire que M. Biya a son temps. Non, c'est un mandataire du peuple. Tout à fait. Il n'a pas son temps à lui. Merci. La question, c'était uniquement parce que la grogne du M. N'Djamène a lu ça dans un journal. J'aurais bien voulu qu'on la compétence de tes collègues, de vos collègues militaires. Je dis ça. Alors, Anani Rabiabi dit, il y a quand même une autre question qui se pose également. Vous le disiez tout à l'heure, le président, c'est lui qui patronne la sécurité parce qu'il est le ministre de la Défense et que tous les autres sont des ministres délégués, des chargés des délégués généraux. Donc, pour même la série de décrets qui vient d'être signée, celle du 20, qui va produire les listes des personnes qui doivent être récompensées au chef de l'État. Je pense que ce seront effectivement les patrons de ces différents sous-secteurs, je vais les appeler comme ça, qu'ils patronnent. Quand on sait qu'il y a le clientélisme au Cameroun et quand on sait les risques de frustration qui existent, comment faire pour être sûr qu'à la fin, cette affaire de médaille ne va pas créer plus de divisions? Excusez-moi Dora, à mon âge, je ne suis plus à ce niveau. Oui. Parce que dans tous les pays du monde, il y a le clientélisme. Nous perdons trop de temps. On n'avance pas. On a une chance. C'est-à-dire que les télévisions sont arrivées et que des gens comme vous êtes là pour nous appeler à des débats. Mais avançons. On est tout le temps en train de dire, quand on sait qu'il y a le clientélisme, où il n'y a pas de clientélisme. Et qu'est-ce qui le prouve? Ça veut donc dire que le Cameroun doit disparaître. Parce qu'on n'est jamais sûr qu'il n'y aura pas de clientélisme. Non, la question, c'est comment on fait pour s'assurer effectivement comment s'assurer de quoi? Il faut partir du principe. Hier, il y a un de vos collègues, du Messager, qui m'appelle. Il me dit, je vais avoir votre avis au téléphone. Parce que on a fait une commission interministérielle pour gérer les dons. Je lui dis, est-ce que vous n'êtes pas sûr que ça va pas être bon? Est-ce que vous êtes sûr que je lui dis, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose, mais pas forcément une mauvaise chose. Et c'est comme ça que je vous réponds. L'histoire du clientélisme, avançons. On perd beaucoup de temps à imaginer que l'autre est toujours moins intelligent que vous, l'autre est toujours moins patriote que vous. Nous ne vivons au Cameroun que sur cette base. Rien ne prouve que vous qui parlez là, vous êtes plus patriote que ceux qui sont là. Moi non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passera tout le temps à dire, dès qu'on nomme quelqu'un, ah c'est parce que ceci. Or, les gens dans ce pays ont tous les mêmes études. C'est les ENAM, c'est les diplômés, mais la base de la nomination au Cameroun, c'est le diplôme. Parce que vous, on vous a mis là parce que vous avez des diplômes. D'accord. Seulement quelqu'un va remettre en cause parce que vous appelez Dora, vous nous appelez Pabinji, ceci. Non, arrêtez. Sur quelle base on peut partir sur quel principe on peut partir pour dire que ça ne sera pas rectifié? On va passer toute la vie là. Hein. Il faut qu'on avance. D'accord, merci. Je vous passe la parole tout à l'heure. Denis Kobo, allez-y. Non, je sais pas, c'est pas, le sujet est peut-être un peu délicat et
peut-être la configuration technique du plateau ne nous permet pas d'aider ceux qui sont en train de regarder ce débat-ci. Tout à l'heure, quand je parlais des médailles, je vous ai dit que les soldats qui sont au front, ils n'ont pas besoin de médailles. A priori, ce n'est pas la première chose dont ils ont besoin. Oui. Vous avez suivi, on a fait une série d'articles par le passé, avant même que la guerre sous sa version actuelle ne soit là. On a fait des papiers pour parler des lacunes dans les projections de nos forces, la qualité de ce déploiement-là. Ça nous a valu ce que ça a valu, mais il y a eu une rectification sur le terrain. Au début, on avait écrit dans les journaux, moi j'avais écrit personnellement que l'armée camerounaise agissait après coup, réagissait après coup. Ce qui m'a valu toute la sorcellerie et je dis la proximité avec la mort, oui. Avec des gens à qui on a refusé la médaille et qui font écrire des articles dans la presse pour dire qu'on a refusé la médaille. Alors que le chef d'État ne doit pas leur donner la médaille. Il y a des gens à qui on a refusé la médaille. Moi je pense sur moi comme ça, je porte le fardeau de beaucoup de gens. Oui. L'affaire des médailles n'a rien à voir avec les soldats eux-mêmes. C'est des gens qui voulaient avoir la médaille au ministère de la Défense alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour cette guerre-là. Ils disent que ce n'est pas les militaires seuls qui combattent au front. Si aujourd'hui, je crois que pour ceux qui sont allés au nord, les militaires nous ont dit, par exemple, en matière aujourd'hui d'information stratégique, c'est ce qu'on appelle la DGRE qui, au moyen de drones, est-ce que les gens sont au courant, donne un certain nombre d'informations militaires qui agissent. Est-ce que vous avez pensé à ces gens-là qui utilisent même des drones? Vous savez qu'ils utilisent des drones. Mais ont quand même j'ai dit que ce n'est pas eux qui, j'ai dit qu'il ne faut pas parler d'un corps. Oui. Il dit qu'il y a un ensemble de corps, oui. Un ensemble de personnes qui participent à la guerre contre Boko Haram. Quand on dit qu'on n'a pas donné aux militaires simples, c'est comme si vous oubliez qu'il y a la police. C'est comme si vous oubliez qu'il y a des civils qui sont plus nombreux. Il y a des civils qui font l'infiltration, qui vont au camp de Boko Haram et reviennent dire aux militaires, voilà, j'étais avec eux, voici là où on attaque. Il y a des c'est un décret de la voyance militaire. Je viens. Ces gens-là sont plus que des militaires. Ces gens-là sont plus que des militaires. Ils vont en civil. Ils sont aussi formés pour ça, mais ils vont en infiltration très loin, sur les lignes ennemies. Vous n'avez pas parlé d'eux. Il faut qu'on aille, il faut qu'on soit, oui, j'ai dit que si on, voilà. Donc, sur l'affaire, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure aussi que, il y a des gens même qui ont été récompensés. Et nous ne sommes pas au courant. Parce qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de ces, le BIR, l'armée, la police, la gendarmerie et les autres forces spéciales, les forces de sécurité. Il y a des mécanismes internes. Il y a des gens qui reçoivent des lettres de félicitations, d'encouragement tous les jours. Est-ce quand même importante aujourd'hui, oui, je dis, médaille d'honneur et tout. Le fait de la reconnaissance de la patrie est une chose importante. C'est quand même ce qu'on attend. À défaut de prendre de l'argent, ce qu'on attend. Est-ce qu'il y aura clientélisme? Sur les lignes de front, il y a des chefs, il y a des sous-chefs. Il y a un certain nombre de formations qui remontent tous les jours. Moi, je ne suis pas un militaire, mais il y a un certain nombre de formations qui remontent tous les jours sur le travail que chacun fait. Si vous avez demandé 3 demandes, vous avez fait 3 demandes de quoi maladie, de maladie. C'est que vous avez demandé 3 fois. Ouais. Si vous n'avez pas été là à temps, à tel moment, si vous êtes indiscipliné au fond, on sait que vous êtes indiscipliné. Par conséquent, si on donne la médaille aux gens, en principe, en tant que citoyen, moi je ne souhaiterais pas qu'on donne la médaille à celui qui ne sait pas donner. Donc les médailles seront effectivement données aux plus méritants. Non, je veux dire que les médailles, moi c'est mon intime conviction, les médailles seront données aux gens au bon moment parce qu'il y a eu un précédent grave sur l'affaire des médailles. D'accord, merci. Le 6 avril 1954, il y a eu un coup d'État au Cameroun et après le coup d'État, il y a des gens qui ont eu la médaille alors qu'ils n'étaient même pas au pays pendant le coup d'État. D'accord, merci. Aujourd'hui, on va vous voulez faire naître. Ils n'étaient même pas là. On va quand même noter que dans cette série de textes qui a été signée par le chef de l'État, il y a une exception qui a été introduite à la fin du texte et qui exclut du champ d'application du présent décret des personnels militaires ayant commis des infractions comme des tortures, des viols, des assassinats, des blessures graves et autres. Ça prouve quand même que le chef de l'État se soucie du respect strict des libertés et des droits humains, parce qu'à un moment donné, des ONG ont décrié un laisser-aller de la part de certains militaires. Tout à fait d'accord, Dora, il faut noter que ce soit au niveau du BIR, de la GP, de la présidence,
de la gendarmerie, de la police, des forces, des autres forces. Il y a des gens intelligents, des Camerounais intelligents, qui savent faire la part des choses. Et pour donner des médailles, il faut remplir un certain nombre de critères. Et ceux qui ont rempli ces critères, si en plus ils ont des exemples comme ceux qui prennent les permissions à chaque fois qu'il faut aller au front, ils sont malades, ou bien des gens qui torturent, ou bien qui violent. Évidemment, il faut être sélectif, même si par mégarde, un an est passé, et on remet toutes ces médailles. Parce que le système même de médailles, j'ai essayé de me renseigner un tout petit peu, parce que il y a 2 ans, j'ai eu ma médaille de chevalier de l'ordre national de la valeur, dans l'ordre national de la valeur, et étant membre de l'ITIE, on a le Cameroun à la conformité, et j'étais dans la liste pour avoir une nouvelle médaille, c'est-à-dire moins d'1 an et demi après. Mais le système rejette automatiquement ceux qui n'ont pas 5 ans pour passer de chevalier à officier. C'est un exemple que je prends pour dire que faut pas croire que ça se passe comme ça sur la table. Il y a des systèmes, ils ont informatisé le système et ça rejette. Quand vous n'avez pas rempli les conditions, ils mettent les conditions et après ça rejette. Donc ça devient presque scientifique. Ça devient un peu scientifique. Peut-être qu'il peut y avoir des petites failles, mais c'est mon cas. J'ai un cas là qui dit voilà, je dois avoir une deuxième médaille 2 ans après, mais je ne l'ai pas parce que il faut avoir 5 ans à l'ordre de la valeur pour passer officier, par exemple, sauf situation exceptionnelle décidée par le chef de l'État. Donc quelque part, je pense que la médaille, moi j'ai assisté un peu, c'est une récompense pour encourager ces gens, parce qu'au front, quand vous avancez, vous voyez vos collègues qui tombent. Vous n'avez pas, parfois il y en a qui reculent, il y en a qui ne continuent plus d'avancer. Et ces médailles sont là pour encourager ceux qui prennent les initiatives, ceux qui osent, et ceux qui ont peur comprennent que, tiens, on observe tout. Regardez, il y a une promotion qui est sortie l'autre jour, Youssouf, je ne sais pas qui là. C'est un officier qui a montré sa bravoure, et les militaires et le chef d'État ont demandé à donner son nom toute une promotion. Ça ne peut qu'encourager les autres officiers. C'est plus qu'une médaille. Et son papa était là. Moi, j'ai vu son père assis. Le discours qu'il a fait, vraiment, c'est le discours d'un grand patriote. Et j'ai beaucoup apprécié. Vous perdez votre enfant. Vous êtes là, on donne le nom de votre enfant à toute une promotion Lumière, mais il était un père comblé. Donc je crois que ce genre d'encouragement, médailles, reconnaissance et autres, ça encourage les militaires à ne pas faiblir, parce que quand vous avancez, certains tombent, parfois des amis proches, c'est pas souvent facile après pour le moral. D'accord. Alors Célestin Djamène, on va sortir avec cette question que je posais tout à l'heure. Le chef de l'État, soucieux de récompenser les militaires, oui, mais également soucieux de les encourager à respecter les droits de l'homme dans cette région dans laquelle ils sont engagés. Non, le Cameroun est un pays où les droits de l'homme ne sont globalement irrespectés, non respectés. Ça, tout le monde le sait. Depuis, on sait bien qu'il y a eu des rapports qui ont été faits par l'ONU, par Transparency International, par Amnesty International. Le Cameroun est l'un des maillons faibles des États qui respectent les droits de l'homme. Le président du Cameroun, effectivement, va écrire dans un texte que ceux qui tombent sous le coup de la loi pénale, parce que torturer et violer, c'est contre la loi. On n'attend pas d'un président qu'il fasse l'apologie de la torture, évidemment. Ça, ce serait vraiment illogique de le dire. Donc, par conséquent, il écrit ça dans un texte, ça ne veut pas dire qu'automatiquement le Cameroun serait devenu, comme par enchantement, un pays où les droits de l'homme sont respectés. Donc, la vérité qui se pose, c'est qu'en vérité, il y a eu des ONG au Cameroun. Je pense notamment au REDAC, qui a dénoncé un certain nombre de faits récemment dans l'extrême nord, certains éléments de l'armée, qui est globalement une armée vaillante et très forte, qui a montré son patriotisme au front, mais certains éléments de cette armée a posé des actes qu'on ne peut pas apprécier, notamment sur Gividik et sur Amchidé, sur Makdémé. Il a dénoncé certains villages où un certain colonel au nom de Joseph Nzé avait posé des actes qui n'étaient pas tout à fait convenables pour un corps aussi noble que l'armée. Donc ça n'a pas été retenu et personne, à ma connaissance, n'a été condamné par rapport à ça. Donc me dire que le président a exclu les gens qui ont commis les actes de torture, c'est une façon d'écrire et de ils ont été démis de leur fonction. Je ne suis pas sûr que le colonel Nzé... Non, ils ont été démis de leur fonction. Et on le lui a reproché au REDAC. Ils ont été démis de leur fonction. Il y a eu une levée de bouclier contre cette ONG parce qu'elle avait dit des choses qui étaient vérifiables, tout simplement. Tous ceux qui ont participé il faut simplement qu'on ne fasse pas croire que
le Cameroun est devenu une terre promise pour l'instant. Nous avons un gouvernement qui ne dirige pas le pays dans le sens de l'intérêt général, je suis désolé de le dire. Qui doit partir et nous sommes là justement parce que nous pensons que le système qui est mis en place depuis 33 ans est nocif pour les Camerounais, à tous les niveaux, et que pour la transparence, pour la vraie démocratie, pour qu'elle naisse en tant que Cameroun, il faut qu'un homme qui n'a plus les moyens de diriger ce pays en 2018, alors, Anani Rabébidi, vous le disiez, ceux qui commettent des infractions à la loi sont sanctionnés. Et c'est vrai que Célestin Djamel l'a dit, ça ne veut pas forcément dire que il y aura pas de violation des droits de l'homme, mais c'est quand même encourageant de voir que le président de la République prend la peine de dire aux militaires, il faut respecter les humains. Vous m'envoyez ravi. Si le président prend la peine de dire ceux qui ont fait ceci, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a des violations de droits de l'homme. Donc ça ne peut pas dire qu'il a dit que le Cameroun est devenu un pays comme voudrait diriger M. N'Djamena. Puisque le président a pris la peine de dire ceux qui ont... Ça veut dire... Est-ce que d'après vous, ça ne veut pas dire qu'il reconnaît tacitement qu'il y a eu des violations? Donc ça veut dire qu'il ne dit pas que le Cameroun est devenu un pays où les droits de l'homme sont respectés. Mais ça veut dire que ce que M. Célestin N'Djamena veut, c'est déjà fait. C'est-à-dire que le chef de l'État, il faut seulement demander ceci, que le chef de l'État aille plus loin, au lieu de dire qu'il n'a jamais dit que le Cameroun respecte les droits de l'homme. Sinon, il n'aurait pas... Merci de le rappeler. Mais c'est vous qui êtes hors du sujet. Non, pas du tout. Vous êtes hors du sujet parce que le président a dit sauf cela. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a des brebis galeuses dedans. Il reconnaît qu'il y a des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme. Quand N'Djamena revient en dire que oui, 33 ans après, sa conclusion est bonne. Pour lui, il faut que Biya parte en 2018. Tout tourne autour de là. Et que le SDF prenne le pouvoir. Majorité des Camerounais. Et que le SDF, je suis d'accord avec lui, mais il faut lui dire qu'il est hors sujet quand il dit que ça ne veut pas dire que le Cameroun est devenu un pays où le président ne le dit pas. Bon, sa parole veut dire que les faits sont devenus... Merci, un dernier mot et on sort de là très rapidement, en 1 minute s'il vous plaît. Je dis que c'est vrai que Biya a démontré toutes ses qualités de mauvais dirigeant du pays, mais le Cameroun respecte mieux, au moins 2 fois mieux les droits de l'homme que les États-Unis d'Amérique, où j'ai été Célestin. La même chose. Je dis que le régime est mauvais au Cameroun, il fait des choses pires, mais il respecte, même en matière militaire. On n'a pas vu des soldats camerounais en train d'uriner dans les bouches des gens, comme on a vu on n'a pas vu les policiers tirer sur les noirs. On n'a pas vu, comme ils veulent. On n'a pas vu Guantanamo avec des prisonniers de Boko Haram. Il y a des prisonniers même de Boko Haram qui ont également été mis dans une phase de rééducation. J'ai, dans le quotidien Le Jour, interviewé un réfugié qui a, pendant 3 mois, participé à ces opérations-là contre les civils nigérians. Et là-bas, on n'est pas allé au camp lui couper la tête. Alors que lui, vous parlez de Guantanamo, ça c'est un cas très spécifique. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand on va visiter nos prisons au Cameroun, les gens détenus 8 ans sans jugement. Je parle de choses. Alors, Denis Guantanamo, ils sont détenus depuis combien d'années sans jugement? Non, je parle de ça. Les États-Unis, c'est une démocratie. Non, je dis que ça, je dis qu'en matière de discipline, ça en est une petite parole comme tu veux. Même les Occidentaux, j'ai vu un rapport de certains élus français sur ce qui se passe chez nous. Mais les Occidentaux savent que l'armée camerounaise est une armée de soldats qui tire à impact. Plus respectueuse des droits de l'homme que beaucoup d'autres armées quand même. Si un militaire camerounais vous tue, c'est qu'il avait l'intention de vous tuer. C'est pas des Tchadiens, ça. Merci Denis Kebo. Allez-y Robert Mouté-Ambassa, très rapidement. Je voulais juste rappeler mon ami N'Djamena qui garde son énergie pour la prochaine campagne parce que en 2018 on aura besoin de cette énergie. Non, mais bien sûr. Mieux d'énergie que pour lui. Vous étiez candidat en 2011, monsieur. C'est pas un crime. Nous sommes en campagne. 2018 pour être honnête et logique. Je suis moins vieux que monsieur Paul. Nous avons des forces de défense. Nous avons des forces de défense au front, nous parlons de sujets très sensibles et on doit faire attention à ce qu'on dit et on doit être tous derrière ces forces pour continuer à faire ce bon travail qu'ils ont commencé où l'intégrité de notre pays est assurée jusqu'à présent. Il n'y a pas 1 mètre carré qui est parti, je ne sais pas, ils ont appelé ça, comment ils ont appelé les gens de Boko Haram, cette zone, une république là, ils ont créé une république là. Quelque part là. Bon bref, le Khalifa, voilà, pour le moment il n'y a pas
mettre Cameroun de ce côté. Bon, nous préparons pour 2018, Célestin, nous allons commencer. C'est bon, qui au moins la transparence électorale. On va justement s'intéresser maintenant, puisque vous en êtes attaquiné, Monsieur Célestin Djamel et particulièrement le SDF, on va effectivement s'intéresser au SDF. Il y a comme des batailles ces derniers temps autour de Douala 5e, des batailles qui ont d'ailleurs rejailli sur le SDF parce que Monsieur Elimi Lobet semble être devenu un problème. On prend très vite la transition et on revient parler de cela. Alors, merci. Je commence par vous, Célestin Djamel. La semaine dernière, sur ce même plateau, on parlait de Douala 5e et du fait que, au-delà du délai de 60 jours accordé par la loi pour élire un nouveau maire, on constatait quand même qu'il n'y avait pas encore de maire démocratiquement élu à Douala 5e, plus de 90 jours maintenant après, et on s'interrogeait sur les problèmes. Le problème tribal, par exemple, était avancé, et votre camarade Elimi Lobet a tenu des propos qui ont été jugés tribalistes par beaucoup, notamment l'honorable Nitieux qui s'est senti obligé de publier un communiqué le lendemain. Vous l'aviez suivi également. Est-ce que vous avez trouvé ces propos tribalistes? D'abord, c'est un sujet qui me semble extrêmement important. Oui. Je dois rappeler qu'il n'y a pas de problème au SDF. Il y a des petites frictions, ce qui démontre la vitalité de notre parti. Notre parti vit. C'est pour ça qu'il y a des frictions d'ailleurs. Au contraire, ça voudrait dire que le SDF est en train de mourir, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, sur mon camarade Elimi Lobet, je dois rappeler que le fréquentant assez régulièrement, l'ayant suffisamment côtoyé, je peux vous dire que ce n'est pas un garçon tribaliste. Que les choses soient claires. Maintenant, sur la légalité de la succession de Mme Fonning à la mairie de Douala 5e, il y a deux problèmes. Le premier, c'est d'abord l'intérim, qui est naturellement assuré par le premier adjoint. M. Banda a pris l'intérim de Mme Fonning, tout à fait normal. Maintenant, quand les autorités de la mairie prorogent cet intérim, c'est tout à fait illégal, puisque la prorogation n'est pas prévue par les textes, pas aucun texte au Cameroun. Deuxième chose. Maintenant, au niveau des maires adjoints, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un maire d'abord titulaire décède, il y a ce qu'on appelle une élection partielle. Une élection partielle est une élection uninominale. Les adjoints ne bougent pas, seul le maire est changé. Deux cas de figure. Première hypothèse. Si le maire titulaire est tiré parmi les adjoints, évidemment, ça crée un trou, ça crée un poste vacant. Oui. Et vous vous rappelez qu'en 2013, mon camarade Elimi Lobet lui-même s'est battu comme un beau diable pour que l'article 60, pourtant mis dans le code électoral, dans le livre vert des communes depuis 2004, qui n'était pas appliqué jusqu'alors, grâce à lui et à ses camarades que nous étions, l'article 60 a été appliqué. Ça veut dire concrètement que dans les mairies où il y avait une majorité relative, on imposait, de par la loi, selon la configuration politique du conseil municipal, un maire de l'opposition. C'était le cas à Douala 1er, c'était le cas à Douala 2e, Douala 3e, Douala 4e. Sauf, comme par hasard, à Douala 5e, où Mme Fonning, personnellement, s'est opposée à ce qu'il y ait un maire de l'opposition, et notamment du SDF. C'est qui est un adjoint. Oui. Article 60, selon la configuration de la commune. On ne sait pas pour quelle raison, en tout cas, elle a enfreint les lois de la République. Mme Fonning s'est opposée personnellement à ce qui est un maire adjoint SDF. Donc la question maintenant, c'est qu'il faut que Douala 5 soit remis dans la normalisation. Je ne sais pas s'il faut qu'on crée un comité de normalisation pour Douala 5, mais peu importe. Il faut que la jurisprudence qui a prévalu à Douala 1er, à Douala 2, Douala 3, Douala 4 s'applique également à Douala 5 et qu'un adjoint soit issu de l'opposition. Maintenant, ce que dit Elimi Lobet, c'est que si un maire est sorti, effectivement, le maire titulaire vient parmi les maires adjoints, évidemment, le SDF a un boulevard, a une chance d'avoir une place dans le gouvernement local. Donc, on l'a mal compris. Il y a peut-être eu, j'en sais rien, une mauvaise interprétation,
maladresse de sa part, mais le fond du sujet, c'est ce qui importe pour les Camerounais. Parce que le président régional de votre parti a quand même pondu... Le président régional, alors j'en profite de l'occasion pour dire deux mots de rap pour dire que je suis totalement opposé au lobby Bamileke ou Sawobeti dans les conseils municipaux. Nous sommes dans une république, nous sommes dans les formations politiques, il est hors de question qu'on évoque des formations ethniques, ce n'est pas possible. Quiconque, fût-il mon camarade, fait des récupérations, moi je le combattrai comme un adversaire politique sincère. Donc contre votre président régional. Je vous dis que quiconque fait des récupérations, on va prendre un extrait. Hein. On a interviewé M. Elimi Lobé, qui était quand même celui qui a fait polémique durant toute la semaine. Ce qu'il en pense déjà de ces accusations de tribalisme, mais également de la sortie de leur président régional, honorable Nitieux. Voilà ce qu'il a répondu. Ce n'est pas un discours. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit détermine chez les individus des comportements. Au point que ce sont ces comportements-là qu'il faut regarder et à partir de cela, vous saurez si exactement les acteurs sont tribalistes ou pas. Parce que si vous vous en tenez au discours, c'est un peu comme si vous dites à une femme « je l'aime » et donc c'est une preuve d'amour. Mais les preuves d'amour, c'est dans le comportement. À Douala 5, en 1996, lorsque le premier maire élu de la commune nouvellement créée, parce que cette commune a été créée en 1993 par décret du président de la République, et c'est en 1996 qu'on a eu le premier maire, qui s'appelait Kwate Jean Ledoux. Quand il est décédé, il a été remplacé. Et là, nous sommes à l'intérieur du SDF, d'une majorité SDF. Il a été remplacé par son premier adjoint, Tchamambi, qui lui-même est décédé quelque temps plus tard. Il a été remplacé par celui qui suivait dans l'ordre de préséance, à Bangou. Le maire de Bangou, qui est décédé récemment, qui se trouvait être la belle-mère du président de la République. Il a été remplacé. On n'est pas allé à l'intérieur du conseil municipal prendre quelqu'un pour en faire le maire. On a pris à l'intérieur de l'exécutif un adjoint pour en faire le maire. Et on n'a pas pris dans l'exécutif en désordre. On a pris dans l'ordre de préséance. On a pris le premier adjoint pour remplacer le maire de Bangou récemment décédé. Imaginez une autre procédure, même si elle a un soubassement légal. La jurisprudence commande que l'on prenne un adjoint pour en faire le maire. Parce que c'est comme ça qu'on a fait ailleurs. Et partout où on a pris un adjoint pour en faire le maire, on n'est pas parti prendre le deuxième en sautant le premier. On n'a pas pris le troisième en sautant le deuxième. On n'a pas pris les autres. On a pris le premier adjoint. Nous, au SDF, nous disons que la commune de Douala 5 n'est pas en situation régulière au regard de l'article 60 de la loi fixant les règles applicables aux communes, qui prévoit que quand il n'y a pas de majorité absolue, eh bien, le parti qui a la majorité relative ne confisque pas tous les postes d'adjoints. Il doit avoir une répartition des postes. Et c'est nous-mêmes, c'est en particulier moi qui ai conduit cette revendication en 2013, à la veille des sessions de plein droit. Le président régional s'est perdu en conjecture parce que il est habité par des sentiments irrationnels. S'il avait
un esprit rationnel, il verrait d'abord que dans la pratique, c'est le premier adjoint qui remplace le maire décédé. Et il ne se perdrait pas à aller soutenir les velléités de certains conseillers de Douala 5 qui essayent d'obtenir que ce qui s'est toujours fait et qui vient de se faire récemment à Bangou, à Kekem, à Yaoundé 4 ne se produise pas à Douala 5. Donc, en prenant part de façon aussi malencontreuse, pour ne pas dire maladroite, à un débat visiblement dont il est étranger, il a montré à tout le monde quel est réellement le fond de son esprit et de son cœur. Mais moi, je n'ai pas de problème avec lui. Moi, je m'occupe des intérêts du SDF. Je m'occupe des institutions, de leur bon fonctionnement, et en particulier des collectivités territoriales, dont je suis l'un des élus. Je m'occupe de l'application de la loi, et peut-être que lui s'occupe de moi. Alors, Anani Radebindi, vous aviez lu certainement le communiqué de l'honorable Nitu, et là, vous suivez la réponse d'Elie Bilobé. On essaie de comprendre pourquoi Douala 5e semble diviser ces deux messieurs, parce que ce n'est pas la première fois quand même que Elie Bilobé est repris par son camarade sur les propos tenus déjà sur Madame Françoise Foning après son décès, mais également sur tout ce qu'il y a comme tripatouillage à Douala 5e après elle. Je suis tellement content pour une fois d'être d'accord avec mon ami N'Djamène. Il ne le sait pas, mais j'admire quand il se met à parler et surtout quand il apporte des choses en règle. Et Limbi vient de dire des choses absolument en règle. On n'a pas besoin. Il y a quelqu'un qui veut faire de la récupération. Pour quelle raison? C'est lui seul. C'est M. Nietzsche. Le fait qu'il soit président régional ne lui demande pas de bafouer les textes. Moi, en suivant ce que Limbi dit, il a donné des exemples. Que c'est l'adjoint qui remplace. Il dit, on ne prend pas le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. On prend le premier. Et il donne des exemples qui se sont passés partout. Monsieur Nietzsche doit nous dire pourquoi il veut transgresser à cette organisation qui est reconnue de tous. C'est Monsieur Nietzsche qui a sûrement des velléités tribalistes. Et pourquoi veut-il qu'on saute l'autre? Voilà, peut-être parce que il a dit, il dit, et Monsieur Elie Bilobé promeut avec frénésie certaines candidatures, même des membres de l'opposition, et il utilise des propos vindicatifs et xénophobes. Non, voilà ce que Monsieur Elie Bilobé vient de dire. Dites-moi où est la xénophobie dedans. C'est Monsieur Nietzsche plutôt qui promeut la xénophobie là. Pourquoi, je dis, refuse-t-il qu'on prenne le premier adjoint pour remplacer Madame Foning? Et veut-il qu'on aille prendre? Puisque Limbi a Yaoundé, à Bangou, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Dans la 5, ça devrait ça devrait pas suivre le même cheminement. Ça veut dire que M. Nietzsche, par contre, a quelque chose qu'il veut. D'accord, très rapidement. Très rapidement, oui. Je dois dire que Anani a sûrement raison de rappeler que il ne faut pas qu'il y ait des intentions inavouables au sein d'une formation politique. Il y a des textes au SIF. Il y a une instance dans laquelle tout camarade peut critiquer son vis-à-vis, son camarade. Notamment concernant un membre du NEC, Elie Bilobé, je le rappelle, est membre du National Executive Committee. Donc s'il y a des critiques à faire, je ne veux pas ici personnaliser le débat. Oui. Dire le président régional, je parle du président régional, oui. Parce que je m'adresse d'abord à sa fonction. Il est membre du NEC au même titre qu'Elie Bilobé. S'il a des critiques à faire, ce n'est pas en se répandant dans les journaux qu'il grandit le parti. Le parti a un espace pour. Le président national du SDF, en tant que président du SDF, a autorité pour critiquer, pour dire à tout moment ce qu'il pense d'un membre du parti. Mais les membres du NEC entre eux n'ont pas pour préoccupation primordiale
de tirer dans les médias sur leurs camarades, quelle que soit la légitimité de leurs propos. Maintenant, je ne vais pas taxer M. Nietzsche ou pas de tribaliste ou pas. Ce n'est pas mon devoir, surtout que je suis secrétaire national des droits de l'homme, de dire qu'un camarade est tribaliste ou pas. Je dis simplement qu'il ne faut pas qu'on introduise dans le parti le venin des groupuscules tribaux. D'accord, merci. C'est absolument ça fait un moment que vous avez la parole. Allez-y, Robert Moutéambassa. Oui. Ben, disons que M. Limbi, je ne le connais pas personnellement, mais à travers les médias, les plateaux, les interventions, je pense que il me donne l'impression de quelqu'un qui est assez honnête, quelqu'un qui a un fond de nationalisme, un légaliste, quelqu'un qui n'oublie pas aussi de réagir comme tous ceux qui sont dans des groupes minoritaires partout. Et peut-être il peut pécher par sa manière de présenter le problème, mais sur le fond, quand on regarde bien, moi je suis de près aussi d'autres mairies ailleurs, je pense qu'il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Et de l'extérieur, je pense qu'avec son président régional, ils ont peut-être des ambitions politiques. Peut-être un veut remplacer l'autre ou l'inverse, je ne sais pas trop quoi. Entre eux, ça ne va pas. Et puis chaque fois qu'il y en a un qui peut flinguer l'autre, il n'hésite pas. La mairie de Douala, M. Limbi est conseiller municipal, il a le droit d'en parler. Maintenant, s'il y a un problème lié au parti dans cette mairie, le président régional a le droit d'en parler. Mais là, c'est pas un problème lié au parti. Je pense que Limbi est dans son jeu et c'est quelqu'un qui a des idées pertinentes, il faut le reconnaître. Ça peut parfois faire mal. La démocratie, c'est quelque chose de très très complexe. Et puis l'intégration, parce que il s'agit d'intégration. En fait, vous savez, des grandes villes comme Douala, Yaoundé et autres ont vu des maires issus des autres régions du pays, des gens qui sont devenus maires à Douala et Yaoundé alors qu'ils sont originaires d'autres régions du pays. Normal. Ça, c'est normal. C'est l'intégration. C'est ceux qui habitent. La preuve, c'est que la mère qui est décédée n'était pas du littoral, elle était de Bangou. L'intégration nationale, qui est en fait le stade suprême de l'unité nationale, montre que ça peut se faire et ça marche. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit réguler le fonctionnement de cette mairie? C'est uniquement les textes et rien que les textes. Et dans ce que M. Limbi a dit, ce que je connais personnellement, je crois qu'il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. D'accord, merci. Alors, dernière question sur ce sujet, Denis Kwebo. Et si toute cette affaire de tribalisme, finalement, à Douala 5e, c'était uniquement pour cacher autre chose? Parce que la véritable question, c'est pourquoi n'y a-t-il donc pas de maire élu? Pourquoi le processus freine? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on veut cacher en agitant le spectre du tribalisme pour que nous, on se rue là et qu'on ne se focalise pas sur le problème principal? Bon, j'aurais pu envoyer les SDF et le RDPC à partir du tribalisme, parce que moi, je suis l'activité du SDF depuis janvier 1997. Oui. Donc, à toutes les réunions du NEC, à l'époque, on y avait toujours. Je suis ce parti-là particulièrement depuis. Je souhaiterais qu'on parle de la question que j'ai posée parce qu'on a passé le temps. Le problème tribal est un problème permanent au SDF. Le problème tribal est permanent au RDPC. Vous avez vu les investitures, comment ça se passe avec la tribu. Il y a même des textes qui disent, bon, il faut vous avez vu comment on a fait pour les sénateurs. On dit, bon, il faut que, autochtone, allogène, le SDF et le RDPC se partagent beaucoup ces notions-là. Cela dit. Pas tout à fait. Il y a un problème politique à Douala 5e. Quand on apporte des solutions politiques, ou alors qu'on fasse des analyses politiques de la situation de Douala 5e. Dans ce que Elibi Lebet, que je connais comme étant un fervent militant politique, dit, il y a beaucoup de choses correctes, il y a aussi des incorrections. Parce que la pratique politique n'est pas la loi. Sur la loi, j'ai toujours été en phase avec Elibi Lebet, c'est sur des questions de droit, sur les questions de texte. Ça, on est en parfait d'accord. Mais sur l'aspect politique, je vais parler maintenant comme analyste politique. Quand il y a une élection au Cameroun, il y a l'investiture des partis politiques. Il n'y a pas de candidature indépendante. Soit vous êtes candidat investi par le RDPC, vous êtes candidat investi par l'UPC, par le MANIDEM, par le SDF, vous n'êtes pas candidat in situ personne. Et le RDPC sait pourquoi il mandate tel comme tête de liste, tel comme second maire adjoint. Ils savent, c'est eux, c'est dans la pratique politique du RDPC qu'il faut aller chercher. Et ce que moi je vais jamais reprocher à l'ennemi d'être puisque il ne parlerait pas avec moi tous les jours s'il était ce tribaliste-là. Je discute avec l'ennemi comme je discute avec
Jean-Michel Nietzsche tout le temps. Donc, c'est pas important. Tout ça, c'est des questions périphériques. Et ça, c'est quelques questions de manœuvre politique. Hein. Quand on fait venir le clan ou la tribu, c'est pour avoir la position de pouvoir. Parce que le maire de l'Ouest ou du Sud-Ouest ou du Nord-Ouest à Douala 5e ne va pas aller balayer la cour de restitution de l'Ouest. Alors, quand vous dites qu'il y a des problèmes politiques à Douala 5e, quels sont ces problèmes-là? Le problème politique, c'est que, en tant que journaliste politique, je pense qu'il revient au RDPC de résoudre les problèmes politiques qui lui sont propres dans une mairie. Il ne revient pas à un dirigeant du RDP, du SDF ou de l'UPC de dire comment est-ce que le RDPC va résoudre le problème qui est politique. Parce que les problèmes de pratique politique ne sont pas les problèmes de droit. À ce moment-là, tout le monde comprendrait qu'on laisse tranquillement le RDPC choisir qui sera maire à Douala 5e. Parce que c'est le RDPC qui a gagné à majorité. Sauf que c'est le conseil municipal qui doit je viens à la majorité relative. Sur les questions des adjoints, donc, le conseil municipal qui vote le on parle de la loi. Non, on parle de la loi. On dit que le RDPC est majoritaire en termes de conseillers municipaux. Mais sûr, les textes disent que, et les textes disent que le RDPC, le SDF, comme les autres, ont droit au moins à un poste d'adjoint. Ça, c'est que la loi. Il dit là, c'est la loi. Maintenant, qui sera maire RDPC? Sur la pratique, si c'est le texte, on appelle les textes, il n'y a plus de parti politique. Mais si c'est la pratique politique, c'est la pratique politique propre au parti et non propre à nous. Je suis d'accord, il y a une cohérence politique, Denis. C'est vrai que je suis d'accord. Quand on regarde le livre vert des collectivités territoriales, c'est clair que le maire peut être issu dans le conseil, l'assemblée de la commune. Hein. Absolument. C'est tout à fait C'est une élection, s'il est élu. Mais il ne vous a pas échappé qu'Elimbi Lobé a été l'un des pionniers de la résurrection de cette loi, l'article 60, qui insidieusement n'était pas appliqué par le gouvernement parce que il avait son intérêt là-dedans. La majorité des communes au Cameroun est composée de mairies RDPC. Donc, le RDPC, l'État parti RDPC, n'avait peut-être pas politiquement intérêt à ce qu'on ressuscite l'article 60. Elimbi Lobé, on l'a commencé à Douala, à Bonapriso, à constituer un collectif pour aller voir le MINAT à Yaoundé à cette époque-là, et l'esprit, la lucidité nous a donné raison. Parce qu'en vérité, quelques semaines après, cet article a été appliqué dans toutes les mairies de Vouri, en particulier. Sauf Douala 5e. Justement, le combat donc du SDF. Je respecte. Quand Madame Foning est décédée, j'ai pas voulu, par tradition bantou, me prononcer parce que son corps était encore gisant et que, bon, je voulais que son corps soit inhumé pour que je puisse me prononcer. Elle a fait du n'importe quoi. Sur le bilan politique, elle s'est opposée personnellement à ce que cette jurisprudence ne soit pas appliquée. Et monsieur Elimbi Lobé mène un combat politique. Il est politiquement cohérent. Non, je dis la vérité. Pour dire que sur le plan de la loi, je partage son avis. Effectivement, il n'est pas obligatoire que le maire soit issu. C'était pas là le problème. Le problème, c'est une bataille au SDF qui vous a empêché d'avoir le poste. Monsieur, c'est parce qu'Elimbi s'est battu avec d'autres conseillers qui n'ont pas eu le poste. Denis, tu sais. On a dit, je veux tout le monde sauf Elimbi. Si tu cites, je veux tout autre. Si tu cites, tout le monde sauf lui. S'il y a 8 conseils municipaux, SDF au conseil municipal de Douala 5, Mme Foning pouvait parfaitement dire qu'elle ne veut pas d'Elimbi Lobé et on choisira notre candidat du SDF. Elle l'a pas fait, n'est-ce pas? Maintenant, si tu évoques. Vous manœuvriez, vous manœuvriez pour mettre quelqu'un d'autre. On ne manœuvre pas. D'ailleurs, quand tu parles d'autochtonie et d'allogénie, ça c'est le RDPC qui l'a inscrit dans la Constitution. C'est les Nations Unies. Ce n'est pas le SDF. Non, pas du tout. Vous avez dévoyé les Nations Unies. Vous avez les Nations Unies. Non. Elimbi Lobé, vous avez la parole. Je suis pour dire que si tu évoques Jean-Michel Nietzsche, il est député. Il n'a donc pas vocation, sauf ses démissions de sa fonction de député, pour briguer un poste à la mairie. N'est-ce pas? Donc la vérité c'est que Elimbi mène un combat non pas de juridisme, mais un combat politique. Il est dans sa cohérence politique. Maintenant ce que je veux dire c'est que Madame Foning, mais on peut en parler de façon libre parce qu'elle a été enterrée. Je pense que elle a fait une faute politique. Elle n'a pas voulu suivre les instructions de son parti.
à ce que la jurisprudence du RDPC du pays, sanctionnée, je ne sais pas. Elle n'a pas été sanctionnée. Ça faisait un moment que vous aviez la parole. Merci à tous. On a dit ce qu'on avait à dire. Quoi qu'il en soit, il n'y a toujours pas de maire élu dans la 5e et on attend encore pour voir si dans les prochains jours, finalement, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation va prendre ses responsabilités pour dire il faut que ce désordre s'arrête et que, effectivement, la loi soit appliquée. On va très rapidement s'intéresser à la xénophobie en Afrique du Sud, à la réaction des États voisins, également à ce que Jacob Zuma peut aujourd'hui faire pour amener de l'ordre dans son pays. Transition. Alors, tout comme en 2008, Robert Mouté-Ambassa, l'Afrique du Sud est repartie depuis mars dernier dans une vague de violences xénophobes un peu partout, dans les townships. Comment est-ce qu'on peut se l'expliquer? On a cru en 2008 que c'était terminé. Oui, disons que moi j'ai suivi un peu, j'ai lu dans les journaux, j'ai suivi dans les médias télé. Je pense que tout part d'un peu plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui. Tout part depuis la libération de Nelson Mandela, je pense. Parce que quand Mandela sort de prison et devient chef de l'État, il y a un deal. Ok? Il y a un deal qui est fait. Et puisque la minorité blanche, avec toute sa puissance de feu et ses alliés, pendant des dizaines d'années, a fait du mal aux Africains noirs. Et à un moment donné, ils se sont bien rendus compte que ça ne peut pas continuer comme ça, et que quand la majorité noire aura le dessus, peut-être la minorité blanche va disparaître complètement d'Afrique du Sud. Donc, il fallait trouver un compromis. Le compromis, c'était Mandela. Mandela, il vient au pouvoir pour essayer de permettre que les Sud-Africains, tous, noirs comme blancs, jaunes, métis, continuent de vivre ensemble. Donc, il y a eu un deal. Il a fait ce qu'il a pu faire pour pacifier les choses. Derrière lui, j'ai l'impression que ceux qui l'ont succédé n'ont pas eu la même vision stratégique et politique. Parce que les Africains noirs s'en prennent aux Africains noirs qui viennent d'autres pays, au jour d'aujourd'hui, ça montre qu'il y a échec quelque part. Et cet échec, je pense que c'est dû au fait que les inégalités sociales, c'est dû au fait que la fracture sociale, c'est dû au fait que, comment je veux dire, les nouveaux responsables noirs ont privilégié d'autres pistes. Ils ne sont pas restés dans la même vision stratégique et politique. Et aujourd'hui, les problèmes de fracture sociale, d'inégalité sont plus graves qu'avant. On a l'impression que c'est l'Africain qui vient du Gabon, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, qui est en Afrique du Sud, qui a pris la place, qui a pris le boulot de tel ou tel. On commence à s'en prendre d'ailleurs, comme ça s'est fait à une époque en Europe, aux États-Unis, où les Africains avaient tous les petits jobs dans les cuisines, dans les cimetières, pour creuser les tombes, balayer les rues. À un moment donné, il y avait la crise, il n'y a plus de boulot pour tous les Européens occidentaux. Ils ont commencé à faire le même boulot. Du coup, les Africains noirs qui le font depuis, fallait faire. Donc, ce phénomène est en train de se vivre en Afrique du Sud. Et ce que je pense est très grave si les responsables actuels ne reprennent pas trop très rapidement par les cornes et réagissent des choses de manière à ce que la réforme agraire doit être revue. Parce que le terrain, on sait bien que... Elle n'a pas encore été faite. On sait bien que le terrain, le gros du terrain est entre les mains de la minorité blanche. Il fallait bien négocier avec ces derniers pour redistribuer le terrain aussi vers les noms. Tout ce travail qui était dans une vision stratégique et politique à la sortie de Mandela n'a pas été suivi par ceux qui sont venus après. Et je crois que c'est là où il y a échec qui peut justifier ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, ça pousse peut-être à poser la question qu'on se pose depuis bien des années. La libération de Nelson Mandela, son accession à la magistrature suprême, finalement, était-ce un compromis ou une compromission? Moi, j'ai eu la chance d'être à côté de Mandela. Le premier voyage qu'il fait hors d'Afrique du Sud, c'est au Gabon. C'est nous qui sommes allés le chercher. Mandela, les Africains n'aiment pas qu'on dise les choses parce qu'on parle avec le cœur et pas la tête. Mandela était un homme brisé quand il sort de prison. Et tout ce qu'il a fait, ce n'était pas de lui. On a sorti Mandela pour le présenter comme il était déjà une icône en Afrique du Sud, 27 ans de prison. Donc, les Africains du Sud étaient derrière lui. Mais tout le monde disait, enfin ceux qui suivaient le problème sud-africain, savaient bien que dès que Mandela meurt, ça ne sera plus la même chose. Et puis, il y a un problème. Un jour, je rappelais à quelqu'un, et je parle sous le contrôle de Denis Kouébou, qui doit le savoir,
qu'il y a 4 millions de Nigériens au Cameroun, mais combien de Camerounais savaient qu'il y a au moins 2 millions de Camerounais, 2 millions et demi de Camerounais au Nigeria? Chaque fois que je dis ça, on vous dit quoi? Alors si on prend en proportion, ils sont 180 millions au Nigeria, il y a 4 millions de Nigériens ici, nous sommes 2 millions et demi, 20 millions au Cameroun, environ, oui. On a 2 millions et demi de Camerounais au Nigeria, donc nous sommes plus au Nigeria proportionnellement que les... Mais les gens n'en parlent pas. Alors, un pays comme le Cameroun, qui ne vit pas, et ces Nigérians qui sont là, nous avons une chance. C'est qu'ils n'aiment pas se disputer le travail avec nous. Oui. Ils ont pratiquement un secteur d'activité. Alors, c'est pour ça que nous ne comprenons pas les problèmes des autres. Oui. L'Afrique du Sud, c'est au moins des millions d'étrangers qui se sont déversés là-bas à tous les pays alentours. Et vous croyez que les Africains du Sud, eux, qui ont les problèmes, continuent à accepter? Dès que Mandela était mort, il fallait s'attendre. Et c'est comme ça, c'est pas fini. Il a parlé d'un problème crucial tout à l'heure. Il y avait eu un deal. Vous savez, quand Mandela sort de prison, on lui dit d'abord, tu divorces avec Winnie. Parce que comme Winnie est nationaliste, tu divorces avec elle et comme ça on fera de toi président. Alors, premièrement, et il y a la deuxième chose, c'est la réforme agraire qui n'est pas encore attaquée, qui est une bombe à retardement. Alors, je crois que quand les gens parlent de xénophobie, ceci, il faut reconnaître que même en Europe, quand ça coûte cher, c'est l'étranger qui vient prendre votre pain. Dès qu'il y a la crise dans un pays, l'Afrique du Sud est encore en crise, le post-apartheid. Il faut qu'on reconnaisse, il faut le regretter, mais sans leur jeter la pierre. D'accord. Il faut le regretter, mais sans leur jeter la pierre. Vous avez dit, que peut faire Jacob Zuma? Jacob Zuma est un chef d'État qui doit tenir compte. Parce que là-bas, c'est une élection. Encore qu'ils ont la chance que c'est le parti, l'ANC est majoritaire, mais si c'était comme au Cameroun, quand bien ne tient pas compte de ce que je pense, de ce que pense mon ami N'Djamène, il va dire qu'il faut voter contre lui en 2018. Donc quand ces pays-là, quand on parle, il faut faire attention. Il faut se mettre d'abord à la place des autres. J'ai vu un grand politologue camerounais qui dit oui, ceci, je ne le cite pas. Mais c'est pas parce que... il faut se mettre à la place des autres. Il faut se mettre à la place des autres. D'accord. Denis Kwebo, il y a beaucoup de pays qui sont en train de rapatrier leurs ressortissants. Il y a le Zimbabwe, il y a la Mozambique, il y a même le Nigeria. Et il y a également des réactions de certains chefs d'État sur le terrain diplomatique. On a vu Mohamed Bouhari fermer les commerces de certains Sud-Africains dans son pays après que des Nigérians aient été tués en Afrique du Sud. Vous pensez que pour mettre la pression au gouvernement sud-africain, c'est ce que les autres pays devraient faire, ou est-ce qu'il faut y aller un peu mollo quand même dans la diplomatie? Non, c'est que moi on dit de Bouhari que c'est un villageois. C'est un villageois. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. Gire comme ça. Vous ne fermez pas la boutique d'un Sud-Africain au Nigeria parce qu'on a saccagé la boutique d'un parce qu'on avait tué. Oui, même si on a tué 10, vous ne fermez pas la boutique d'un Sud-Africain chez vous. Parce que ce n'est pas ce Sud-Africain chez vous là qui a demandé à l'autre de le faire. Donc je crois que la diplomatie se fait entre les États et non entre les citoyens. C'est pas nous qui décidons de ce que bien faire avec les Français ou avec les Nigérians. Si nous avons la direction du pays, nous savons exactement quoi faire. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un d'autre qui gère la politique étrangère. La question, c'est que j'ai été scandalisé d'abord par il y a une tendance à la faiblesse analytique, notamment au Cameroun. Généralement, c'est ce qu'on a dit dans les autres journaux que nous aussi on dit. C'est ce qu'on a dit dans les médias étrangers. Il y a un tollé général. Il y a la xénophobie. Il faut bien regarder encore la définition de la xénophobie dans le pour savoir si la haine de l'autre, de l'étranger. Est-ce que c'est parce que jusqu'à il y a de cela 2 mois, les Sud-Africains vivaient avec les étrangers, ils n'avaient pas tué les étrangers. Subitement, un beau matin, ils ont commencé à devenir xénophobes. Je crois qu'on n'a pas besoin de si peu de temps pour devenir véritablement xénophobe. Il y a la cause des événements en cours. Les médias étrangers en parlent beaucoup. On dit qu'il y a 7 morts en 3 semaines. Il y a eu combien de morts lors du massacre de Marikana dans la mine? On a abattu combien de Noirs sud-africains? Voilà, 32. Combien de médias étrangers ont fait passer cette information en boucle pour dire que voilà, on vient d'assassiner des mineurs. Dans une mine appartenant aux étrangers. Aujourd'hui, tout le monde consacre la une de sa télévision, de sa radio étrangère
à l'Afrique du Sud où il y a une haine de l'étranger. Mais les seuls, pourquoi on ne chasse pas les vrais étrangers qui sont là-bas? C'est que c'est les Britanniques qui sont là-bas. C'est la bonne question, parce que c'est uniquement les étrangers noirs qui vivent d'ailleurs dans les townships. Qui sont parce que... C'est comme quand on chasse les Camerounais en Guinée équatoriale, on ne dit pas pourquoi. Vous savez, il y a, M. Kimano, il y a quelqu'un qui a une grande chaîne d'hôtels en Afrique du Sud, parmi les plus grands hôtels. On n'a pas touché ces hôtels. Donc, on n'a pas touché ces hôtels. Ce n'est pas la cible. Donc, on ne dit pas de la violence dans l'Afrique du Sud a une tradition, une ancienne tradition de violence interethnique même à l'intérieur. Ça, ce n'est pas pour avec l'étranger. Et généralement, ça prospère. Dans les autres, on parlait d'injustice. Mais le gouvernement sud-africain, aujourd'hui, est un gouvernement, il faut que je le dise, le gouvernement noir sud-africain est un gouvernement de rente. Comme les dirigeants camerounais, c'est-à-dire Aïdjo et Bia, avec tous les, c'est-à-dire rentiers, tous ceux qui ont pris le pouvoir après le colon sont les gens qui font les rentes. En Afrique du Sud, il y a des Noirs qui ont dit Black Empowerment, et que les grandes entreprises, mais c'est une poignée, comme la poignée de personnes qui au Cameroun prend tout de façon très arrogante depuis 1960. C'est exactement la même chose. Mais puisque les médias étrangers veulent parler de l'Afrique du Sud, on peut en parler, mais ils n'ont pas touché les Français. Il y a beaucoup de Français en Afrique du Sud. On n'a pas touché les Français. On n'a pas touché les Américains. Même les Beaux. On n'a pas touché les Israéliens. On n'a touché que les Noirs qui ont importé une quantité de misère aussi grande que la misère des Noirs. Donc, ils ont en commun, cette misère-là. Et ça fait rire. C'est comme des coqs qui bagarrent. Ça fait rire quand les gens voient des pauvres s'affronter. Ils s'affrontent dans un élan, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est l'exutoire des frustrations des populations noires d'Afrique du Sud. Ce n'est pas une flambée de violences xénophobes. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit donc c'est les gens qui luttent uniquement pour la survie. Ils ne luttent pas, ils sont à bout. Oui. Et ils font la cible. Ils se font entendre de la manière... Bon, c'est pas la meilleure manière. Une image très simple ici. Merci. Vous allez au Magistrat central de Douala. Lorsque vous tentez d'arracher le sac, on vous brûle. Alors que tous les maires qui prennent des milliards, on les a jamais brûlés. Donc c'est une façon très simple de régler les problèmes. Célestin Djamène, alors, il y a des problèmes. Les Sud-Africains ont pas de 26,3%. Ça c'est la moyenne de Sud-Africains qui vivent encore dans l'extrême pauvreté des Sud-Africains noirs. Alors, il y a ce problème aujourd'hui. Que peut faire le gouvernement? Est-ce qu'on va mettre sur pied des lois qui disent, OK, dans chaque entreprise, il faut recruter un maximum de Sud-Africains d'abord? Oui, il y a cette loi-là, mais qui n'est pas respectée. Qu'est-ce que Jacob Zuma et son entourage peuvent faire aujourd'hui? D'abord, avant de répondre à cette... Je m'arrête que vous disiez le gouvernement sud-africain, le Jacob Zuma. Excellente question. C'est le chef de l'État. Je leur dis que je ne partage pas tout à fait l'avis de mon ami Anani pour dire que tout ce que faisait Mandela, ce grand homme, était de lui. Si Mandela n'avait pas de caractère, il aurait été libéré depuis très longtemps, d'abord par Peter Botha, ensuite par De Klerk. C'est parce qu'il avait du caractère. C'est parce que tout ce qu'il faisait venait de lui que justement, il a été libéré sans condition. Moi, j'ai eu la chance de lire son bouquin. Sans condition? Sans condition. Sans condition. De Klerk, évidemment. Il y a eu des négociations. Mandela a toujours rejeté une quelconque condition pour sa libération. Moi, quand je suis parti d'Afrique du Sud avec De Klerk dans un avion pour aller chez Bongo, je les ai vus discuter. Je ne t'ai pas interrompu. Le 11 février 90, quand Mandela est libéré, c'est parce que De Klerk a l'obligation de le faire. Soit parce que l'Afrique du Sud était mise au banc des nations, elle était asphyxiée économiquement par l'embargo qui durait depuis 1948, quasiment. Et donc, ils étaient obligés de libérer Mandela parce que c'était un homme de caractère. Et l'Afrique est fière d'avoir donné au monde un homme comme Mandela qui est l'une des icônes mondiales d'humanisme, même mieux que depuis un siècle, depuis plus d'un siècle, même mieux que Nasser et tout le reste. Donc, je dois dire que tout ce qu'il faisait venait de lui. Maintenant, je dois rappeler que, et comme le disait Bob Marley, qui pour moi est un homme politique qui faisait de la musique, a dit il faut qu'on apprenne à se libérer de notre esclavage mental. Les Noirs d'Afrique du Sud ont subi pendant très longtemps la violence ségrégationniste. On dit que les colons, comme l'apartheid, créent les barbares qui à leur tour deviennent des agents de la barbarie. Donc cet instinct, cette culture qui est restée en eux, font que forcément ils sont servis d'autres Noirs, les plus faibles d'Afrique du Sud, comme exutoire.
C'est ce qui se passe. Parce que quand Denis parle de mines, c'est des Sud-Africains entre eux. Mais il s'agit de la chasse des étrangers africains noirs par des Sud-Africains. Donc c'est une nature différente. Donc moi je dis simplement qu'aujourd'hui, le chômage, la crise économique ne peut pas justifier ce type de barbarie. Moi je suis heureux que oui. C'est seulement une partie de l'Afrique du Sud. Parce qu'ils ont défilé massivement la semaine dernière, pour montrer que le peuple sud-africain n'est pas un peuple raciste, il n'est pas xénophobe. Et j'apprécie la sortie de Zuma, qui a dit qu'il se souvient. Justement, c'est une partie du peuple sud-africain. C'est pas la xénophobie. Il faut éviter. C'est la partie. Non, Denis, je crois qu'il faut éviter le fait d'amalgame. Ce n'est pas tout le peuple sud-africain qui est xénophobe. Et je me réjouis de la sortie médiatique de Zuma qui a dit que il se souvient que le Mozambique, le Malawi, la Namibie se sont battus aussi pour effectivement libérer l'Afrique. Il y en a qui sont morts, le Zimbabwe aussi. Il y en a qui sont morts pour libérer leurs frères sud-africains. Et aujourd'hui, ils ne doivent pas avoir la mémoire courte. Hein? Il y a eu quand même pendant très très longtemps le Zimbabwe, la Rhodésie, qui a lutté pour que l'Afrique du Sud puisse échapper de la xénophobie, on a lutté pour abolir la ségrégation raciale. Absolument. Ce n'est pas question de faire ça sur les jeunes sud-africains qui ont la mémoire, pardonnez-moi, la libération, mais pas de venir prendre la place. Les jeunes sud-africains qui ont une mémoire un peu courte ont oublié tout cela. Moi, je dis qu'il faut se méfier aussi des mesures de rétorsion. Parce que ces pays-là aussi peuvent agir sur le plan économique. C'est les pertes économiques aussi pour l'Afrique du Sud. D'accord, merci. Dans les pays voisins. Merci, Anani Rabelidi. Non, il faut dire ceci. Ce n'est pas parce que tous les Africains, c'était la mode de se battre contre l'apartheid, même si certains même si certains c'est une conviction. Attendez. C'est pas la mode. Attendez. On n'a plus qu'une minute. Tous les Africains, parfois, c'était la mode. Parce que quand on se bat contre l'apartheid et qu'on fait du commerce avec l'apartheid, c'est la mode, là, en ce moment. Donc, je dis ceci, les pays africains ont fait ça. Je dis que ce n'est pas parce que politiquement, sur le plan politique, nous les avons soutenus, nous nous sommes battus politiquement. Mais vous mettez jamais à la place des autres. Les Sud-Africains sont malheureux, ils n'ont pas de... Est-ce une raison pour en arriver à de tels extrêmes? C'est une raison pour essayer c'est-à-dire, c'est nous qui présentons ça comme ça. Nous, les médias, qui présentons xénophobie, mais quand vous avez des problèmes, quand il y a le mot crise, c'est d'abord, on tient compte que c'est l'étranger qui vient prendre mon pain. C'est dans tous les pays. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Oui, mais ce que les gens sont en train de fustiger, c'est le fait de se retourner pour aller jusqu'à tuer ces étrangers. La violence actuelle. Mais je dis que quand il y a la violence, il y a des morts. En une phrase, je vais résumer ma pensée sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Très rapidement. La violence qui est actuellement produite en Afrique du Sud est une production du capitalisme des Zuma et autres. Zuma est aujourd'hui le principal responsable de ce qui se passe dans son peuple, comme bien est responsable de ce qui se passe au Cameroun. D'accord, merci. C'est eux qui sont responsables. Merci Denis Kwebo. De façon pourrie par la tête et non par la tête. En une phrase, parce que je conclue très simplement en disant que la vision stratégique de départ qui permettait aux Sud-Africains de vivre ensemble n'a pas continué avec les équipes qui ont suivi. Au jour d'aujourd'hui, il faut se recadrer, se remettre dessus et faire ce qu'il y avait à faire et qui n'a pas été fait jusque-là pour améliorer les conditions de vie des Sud-Africains et éviter ce genre d'erreur d'appréciation. D'accord. Réforme agraire et puis toutes ces autres mesures qui ont été prévues, elles doivent être appliquées rapidement pour donner des emplois à ces personnes, pour qu'elles puissent manger. Peut-être ce sera le meilleur moyen de combattre ces violences parce que aussi longtemps qu'elles auront faim, on éteindra un foyer, on en verra un autre surgir plus tard, 2008, 2015. On a eu suffisamment de temps pour se rendre compte que c'est comme ça que ça marche. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'être venus sur ce plateau. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, restez sur les antennes de STV. À bientôt. Bravo, madame.